Dans mes peintures, disait Joan Miró, chaque forme, chaque couleur est issue d'une parcelle de réalité. Pour moi, les concepts couleur pure et forme pure ne signifient absolument rien. Un diablotin jaillissant de sa boîte est couleur et forme, mais il est aussi l'inattendu et la vie. Curieusement, le philosophe Henri Bergson avait aussi, quelques décennies auparavant, utilisé l'image du diable à ressort pour définir le comique, anesthésie momentanée du cœur, née de l'imbrication étroite d'une illusion de vie et d'un procédé mécanique. Une boîte à surprise. C'est très précisément l'image qui m'est venue, encore adolescent, lors de mon premier contact avec un tableau de Joan Miró. Ce tableau, Soirée snob chez la princesse, peut être perçu comme un condensé de ce que j'appellerais l'éloquence de Miró. Des moyens graphiques et chromatiques réduits à l'essentiel, pour mieux appuyer tout à la fois la légèreté et la férocité de son humour. Mais il est aussi une renaissance, car il faut savoir qu'il succéda chez Miró à 2 ans d'improductivité artistique. Le peintre était sorti épuisé, semble-t-il, de sa confrontation sublime avec l'expansion de la puissance nazie, ces constellations qu'André Breton voyait comme le plus haut défi qui ait été porté par la peinture au déferlement des forces du mal. Si Joan Miró a été beaucoup moqué, en particulier à la fin de sa vie, certains critiques n'ayant pas hésité à l'accuser d'être prêt à tout pour se faire remarquer, à l'instar de nombreux jeunes artistes contemporains, il est assez unanimement aujourd'hui considéré comme l'un des peintres et sculpteurs majeurs du XXe siècle. Pourtant, rien dans ses premières œuvres ne le prédisposait à rivaliser avec Kandinsky ou Picasso, comme vous pouvez en juger ici, bien qu'il semble avoir su très tôt dans quelle voie s'engager. Tombé gravement malade parce que son père s'opposait à ce qu'il entre dans la carrière, il fut envoyé à la campagne où il retrouva suffisamment de force pour s'opposer à la volonté paternelle. Ses 18 ans à peine sonnés, Joan Miró allait se consacrer exclusivement à la peinture. Un professeur qui avait remarqué ses difficultés avec la forme et le volume va avoir sur lui une influence déterminante. Il eut en effet l'idée de lui bander les yeux, puis de lui faire palper le visage d'un camarade avant d'en retracer les contours et le modeler de mémoire, sans qu'il sache de quel camarade il s'agissait. Même chose avec des objets qu'il lui fit prendre en main dans son dos. Car il était clair que pour Miró, la couleur primait sur la forme, au point pour la première de s'exercer au détriment de la seconde. Après 3 années de cet enseignement, il était prêt à s'éloigner de ce qu'on a appelé son fauvisme catalan, en réalité influencé par Van Gogh, ou plutôt par la violence intérieure de celui-ci, qui répondait si bien à la sienne et faisait se distendre puis exploser les formes et les lignes. Il me faut de l'ordre, confiera-t-il plus tard au peintre Walter Erben, sans quoi je ne puis rien faire. Quand je pense à l'atelier de Picasso, quel chaos! Cela me serait impossible. Alors on ne s'étonnera pas qu'à Van Gogh ait succédé Cézanne puis les cubistes, leur volonté de structurer la forme, d'orchestrer le dynamisme de leur époque, de maîtriser leur propre impétuosité, au détriment souvent de leur capacité à émouvoir. Mais Joan Miró était un artiste exceptionnel, alors rapidement, sous l'apparente maîtrise de sa nature sensible et passionnée, affleura le sentiment que la maîtrise était en réalité destinée à contrôler le seul pathos pour mieux libérer l'explosivité et la puissance de cette nature. Dès lors, Miró ne cessa plus de confronter ses propres recherches avec celles d'autres artistes, parfois au sein d'un même tableau, Matisse contre Cézanne, Cézanne contre Gauguin, Gauguin contre Picasso. Ce faisant pourtant, c'est bien Miró qui s'adressait magnifiquement à nous, et lui seul. Mais ceci est une autre histoire que je vous conterai très prochainement.